Donc, je suis Stéphane Bourré, attaché de recherche clinique, et je vais noircir un petit peu le tableau de mes collègues en vous parlant un peu de questions réglementaires, notamment concernant les comités d'éthique, donc IRB, CPP, à savoir comment et lequel choisir. Alors, on va commencer avec cette petite réponse au questionnaire qui vous avait été posé. Donc, si vous voulez faire une étude clinique prospective, observationnelle de soins courants, en suivant vos ALIF pendant 1 an et publier l'article, donc que faut-il faire d'un point de vue réglementaire? Vous avez été 9% à donner la bonne réponse, à savoir faire une demande à un comité de protection des personnes, donc le CPP, pour une recherche de catégorie 2. Donc je vais vous expliquer catégorie 3, pardon, je vais vous expliquer tout ça. Donc, quand on met en place, la plupart d'entre vous, quand vous mettez en place une recherche clinique, vous avez tous cette idée, cette vision assez simpliste de j'ai l'idée de mon projet et je collecte mes données, dans 6 mois je publie, c'est génial. Sauf qu'en fait, la réalité est tout autre, puisque la recherche clinique aujourd'hui, telle que nous la faisons, fait intervenir de nombreuses étapes à la fois complexes mais aussi primordiales, à savoir il y a un côté administratif, organisationnel, mais également un point de vue de la vigilance, et il y a tout un contrôle qualité à mettre en place. Il y a également une grosse partie qui est bizarrement jamais occultée, qui est le financement. On s'intéresse toujours à notre financement quand on fait une recherche clinique. Et de l'autre côté, ce qui est bizarre, c'est que personne ne s'intéresse au réglementaire. Alors, ce n'est pas vraiment qu'on s'y intéresse, c'est que la réglementation d'aujourd'hui est tellement complexe qu'on ne sait pas forcément quoi faire. Donc, je vais vous donner 2-3 petits conseils pour savoir quelle est la réglementation associée à vos études. Eh bien, en fait, simplement, la réglementation aujourd'hui, elle dépend de vos recherches et de ce que vous voulez y faire. 3 questions à se poser quand on fait une recherche: qui, quoi et comment. Simplement définir bien qui sont les personnes impliquées au sein de votre recherche. Est-ce que ce sont des patients, des volontaires sains ou tout à fait autre chose, peut-être une base de données, je n'en sais rien. Quoi, quel est le cadre et l'objet de votre recherche, c'est-à-dire est-ce que vous évaluez un dispositif médical, un traitement? Est-ce que ces dispositifs et ces traitements sont déjà en place et mis sur le marché, ou est-ce que ce sont des choses qui sont complètement expérimentales, qui sortent des laboratoires? Et comment, c'est-à-dire quelles sont finalement les contraintes imposées par ma recherche pour chacun des patients, chacun des participants dans ma recherche. Quoi qu'il arrive, alors ces questions effectivement peuvent être bateaux, mais quoi qu'il arrive, elles sont là parce que vous êtes obligé, dans la recherche, vous êtes obligé de justifier du caractère de la protection des personnes qui sont impliquées. Vous allez devoir justifier cette protection, d'où la nécessité en fait d'une validation éthique et donc de vous rapprocher de comités d'éthique. Alors, en France, les comités d'éthique, en fait, ils ne sont pas là pour rien. Ils servent vraiment à évaluer vos projets et statuer sur la protection de tous vos patients d'un point de vue de manière indépendante. Comme vous le savez aussi maintenant, ils sont là aussi pour donner un avis maintenant pour publier la recherche. On vous demande beaucoup si vous avez un avis d'un comité d'éthique en vue d'accepter vos revues. Voilà, donc c'est parfois très difficile. En France, il faut savoir qu'il y a 2 instances, donc des comités d'éthique. Le premier, c'est le CPP, le comité de protection des personnes, donc ça, je vous l'ai dit. Donc il y en a une trentaine actuellement. Elles sont agréées par le ministère de la Santé publique. En parallèle, nous avons les IRB ou comités d'éthique indépendants en français, qui sont en fait un regroupement d'experts, de scientifiques, médicaux, au sein de sociétés savantes ou d'établissements publics, voire privés. Si je vous laisse réfléchir aujourd'hui, si vous voulez monter une étude clinique, est-ce que vous souhaitez choisir entre un IRB ou un CPP? Je vais passer vite parce qu'en fait, il n'y a aucun choix à avoir. Tout est aujourd'hui dicté par les textes de loi. Tout a commencé donc par le code de Nuremberg en 1947, vous le savez certainement, et à l'heure d'aujourd'hui, tout est dicté, entièrement dicté par le code de la santé publique. Donc il y a la loi Jardé, dont le décret a été modifié est paru en 2016. Cette loi Jardé, qu'est-ce qu'elle nous dit? En fait, la loi Jardé, c'est une loi qui est relative à toutes les recherches qui impliquent la personne humaine, donc RIPH. Et on a d'un côté les recherches qui font partie de cette loi Jardé et de l'autre côté les recherches hors loi Jardé. Je vais vous les décrire. Donc nous avons les RIPH, on va dire les RIPH 1, qui sont en fait des recherches les plus exigeantes en termes de réglementation, puisque ce sont des recherches interventionnelles dans lesquelles en fait tous vos actes ne sont pas justifiés par une prise en charge courante de vos patients. Par exemple, c'est le cas quand vous allez injecter une première molécule qui vient de sortir d'un laboratoire, donc une première administration à l'homme, ce qu'on appelle. C'est également le cas lorsque vous utilisez
vous voulez évaluer l'efficacité et la sûreté d'un nouveau dispositif médical qui n'a aucun marquage, aucune autorisation de commercialisation. Et c'est aussi le cas lorsque vous faites une recherche sur des volontaires sains. En parallèle, vous avez aussi donc les recherches impliquant la personne humaine de catégorie 2, qui sont aussi des recherches interventionnelles, mais là, en fait, la recherche est conduite de manière habituelle, c'est-à-dire la prise en charge des patients n'est pas modifiée, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, elle est modifiée à minima, puisque vous y ajoutez en fait un acte à risque et contrainte minime, donc qui est défini dans le Code de la santé publique. Et c'est par exemple le cas lorsque vous voulez faire une recherche en y ajoutant un prélèvement biologique ou encore un examen radiologique supplémentaire. Vous avez les RIPH 3, donc là ce sont des recherches non interventionnelles dans lesquelles en fait la recherche est conduite selon vos pratiques courantes. Comme je vous le disais, en parallèle, vous avez les recherches qui n'impliquent pas la personne humaine, donc hors loi Jardé, ce sont la plupart du temps des recherches qui concernent l'étude de base de données, et ce sont des études rétrospectives. Alors maintenant que nous avons ce cadre-là, on peut se poser la question, alors CPP ou IRB ? Et bien en fait, la loi Jardé nous dit que peu importe la recherche que vous faites, à partir du moment où elle implique la personne humaine, vous êtes obligé de demander l'accord du CPP. Ce CPP vous est attribué de manière complètement aléatoire. Je ne vais pas vous en parler, vous le décrire maintenant, mais en parallèle de l'accord du CPP, vous devez également, à minima, informer l'ANSM, Autorité de santé, que vous connaissez tous très bien. Concernant les études qui ne répondent pas à la loi Jardé, alors là, c'est libre à vous. Vous pouvez, donc l'avis du CPP n'est pas obligatoire, mais vous pouvez soumettre votre projet à un comité d'éthique indépendant. Ici, je vous ai mis quelques exemples qui sont des études en fait, que nous conduisons actuellement dans notre service. Comme ça, vous pouvez avoir une idée en fait, des projets qui sont associés à quel type de recherche. Donc en RIPH1, nous avons des études de première administration à l'homme. Donc là, nous avons une étude sur un tout nouveau gel qui sort d'un laboratoire et qui est injecté au sein des patients avec des dégénérescences discales. En RIPH2, nous avons des études de soins courants avec une modification de la prise en charge de nos patients, puisqu'en fait, on leur demande simplement de passer un scanner post-opératoire donc quelques jours après leur intervention, et ça, c'est rarement demandé, c'est rarement fait en général. Pour les recherches RIPH3, on a une étude de soins courants, donc en fait, on a une étude comparative, vous la connaissez très bien, c'est l'étude Arbor, donc, qui a été présentée lors de ce congrès. C'est une étude comparative donc, de vos pratiques habituelles, à savoir est-ce que je fixe par voie postérieure ou par voie postérieure plus antérieure. Et nous avons également une étude hors RIPH, donc, qui est basée sur la comparaison de données. En conclusion, je ne peux que vous proposer en fait, de soumettre tous vos projets de recherche clinique à un comité d'éthique, et ce, quel que soit le début de l'étude. C'est une étape administrative longue, je ne vais pas vous le cacher, mais qui est maintenant obligatoire. Elle s'est souvent demandée par les éditeurs en vue de publier vos recherches. Si vous vous posez la question, est-ce que je dois avoir un comité d'éthique ? Surtout, posez-vous la question de votre recherche, puisque l'un est indépendant de l'autre. Donc, d'où la nécessité en fait, d'avoir un plan de méthodologie de votre recherche qui est rigoureux et minutieux. Concernant l'accord d'un CPP, donc, il est obligatoire, c'est ce que je vous ai dit, pour toutes les recherches cliniques impliquant la personne humaine. Leur avis est décisif, c'est-à-dire que si vous obtenez l'avis défavorable de 2 CPP, interdit de mener la recherche. En contrepartie, pour l'accord d'un IRB, donc d'un comité d'éthique, ce n'est pas obligatoire. Ils n'ont pas d'existence légale, ils n'ont qu'un avis consultatif uniquement et ils ne vous empêchent pas de réaliser la recherche. Si jamais vous doutez de la qualification de vos études cliniques, je vous donne un petit schéma qui pourrait vous permettre de vous décider donc, à se poser la question, qui est concerné dans ma recherche ? Est-ce que ma prise en charge est modifiée ? Et si elle est modifiée, quels en sont les risques ? Et en suivant, vous avez ici la décision à laquelle, le comité à laquelle vous devez soumettre votre projet. Vous pouvez également, si vous avez encore des doutes, vous pouvez solliciter tous vos projets de recherche au CARSI, donc, qui est en fait le comité d'aide à la recherche clinique et à l'innovation de la société que vous connaissez très bien, la SFCR. Voilà, je vous remercie.